Voir et comprendre l'univers des pros, c'est Du côté des pros, avec Nauf. Bonjour et bienvenue Du côté des pros, la seule émission de télévision entièrement consacrée au secteur du bâtiment et de la construction. Comme chaque semaine, nous sommes au CFA Docker, au centre de formation des apprentis Docker, près de Meaux en Seine-et-Marne. C'est ici que sont formés la grande majorité des futurs professionnels du bâtiment en Île-de-France. Comme chaque semaine, on parlera des chantiers, des métiers, des techniques et des nouveaux produits du bâtiment, sans oublier les hommes et les femmes qui construisent. Et puis, avec notre invité Thomas Périssin, on parlera chauffage au bois. Plus précisément, chauffage au granulé de bois, une énergie renouvelable qui, selon lui, devrait bientôt remplacer le fioul. Ce sera à lui de nous convaincre. Mais d'abord, le sommaire. D'abord, une innovation un peu spéciale, une maison passive. Elle est en ossature bois, visite guidée en Île-de-France. Le grand dossier sera consacré à l'étanchéité à l'air des bâtiments et la réglementation qui va bientôt l'imposer changera la donne en matière de construction et d'isolation. Du côté des pros, fait le tour de la question. On reste dans l'étanchéité puisque dans la démo des pros, on mettra en œuvre un pré-cadre pour fenêtre de toit qui permet d'assurer une étanchéité à l'eau et aussi à l'air, et qui du coup règle les problèmes d'infiltration. Et puis le portrait de la semaine nous fera découvrir Erwin Schreiber, compagnon charpentier venu de sa Hollande natale pour créer son entreprise dans l'Aube. Lui, il ne court pas après les moulins à vent, il les restaure et vous verrez, c'est magnifique. Thomas Périssin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de Propellet. C'est quoi cette association ? Propellet, c'est une interprofession qui regroupe l'ensemble des acteurs de la filière du granulé de bois ou du pellet, les producteurs et distributeurs de granulés de bois, les fabricants et distributeurs de machines, des poêles et des chaudières, et les installateurs. Vous avez en commun ça. Alors, c'est quoi ça? C'est un granulé, un pellet, c'est un pellet? Un pellet, pellet, qui est le mot universel pour dire granulé de bois, le mot anglais. C'est fait avec quoi? C'est de la sciure, issue des scieries, la première transformation du bois. Donc on valorise le déchet de l'industrie du bois, qu'on compresse et qui se tient simplement par la lignine du bois, qui est un des constituants majeurs du bois et qui permet d'agglomérer. Il n'y a pas de liant. Il n'y a pas de colle pour le tenir. Il n'y a rien du tout. On peut le faire avec un bois dur comme avec un bois tendre, avec un résineux comme avec du chêne. Il y a des feuilles, il y a des branchages? Il n'y a pas de feuilles puisque les bois de l'industrie sont d'abord écorcés, c'est des grumes, sciés, donc c'est simplement la sciure. C'est fabriqué où en France? C'est fabriqué partout en France, une quarantaine de producteurs à travers le territoire, plus de 250 distributeurs, donc le combustible est présent partout sur le territoire. Ça veut dire que le lieu de production est très proche du lieu de consommation? Le lieu de production est proche du lieu de consommation. Et dans tous les cas, on trouvera un distributeur dans un périmètre de moins de 50 km. Alors, on récupère la sciure, on la compresse, et ça fait ce petit truc-là? Et ça fait ça. Alors, on le sèche d'abord. On le sèche d'abord? Voilà, donc la filière, c'est on récupère de la sciure, on la sèche, on la compresse. Et vous la livrez ensuite? Et on la livre avec un camion souffleur ou sous forme de sac comme vous avez à côté de vous pour aller dans les poêles. Ça brûle où? Dans les poêles? Ça brûle dans des appareils spécifiques conçus pour brûler les granulés de bois. Des poêles type poêle à bûche avec plus de confort. Ça ressemble au poêle à bûche qu'on a d'habitude? Ça ressemble, ça s'installe exactement de la même façon et le combustible est conditionné en général en sac. Vous chargez votre poêle une fois tous les jours, une fois tous les 2 jours et automatiquement ça va alimenter, démarrer, vous chauffer. Et puis dans des appareils plus confortables pour des installations un peu plus traditionnelles sur du chauffage central en remplacement du gaz ou du fioul. Donc dans des chaudières. Ça remplace ça remplace complètement une chaudière. Donc on enlève la chaudière. C'est pour la maison individuelle. Donc ça va aller dans une maison individuelle comme dans des petits collectifs, des écoles, des crèches. On installe de plus en plus pour des collectivités locales qui sont intéressées par une énergie renouvelable et durable. Est-ce qu'on risque d'en manquer? Parce que c'est de la sciure quand même. On risque pas d'en manquer, on est sur une ressource forestière qui est très étendue en France et sur une forêt qui a doublé de surface en une centaine d'années. Donc on a aujourd'hui une forêt française qui est en croissance, donc une
une ressource qui se renouvelle en permanence. Tant qu'on coupera des arbres, on en plantera. Tant qu'on coupera, il y aura de la sciure et il y aura du pellet. Du pellet. On fait souvent l'amalgame entre les forêts équatoriales qui sont coupées, qui sont en diminution, alors qu'en France et dans les pays européens, on est plutôt sur des forêts en croissance et sous-exploitées. Alors, on va parler de comment ça marche. Vous nous avez amené une très belle chaudière. On va regarder précisément. Hein, est-ce que c'est vraiment aussi simple que le fioul ou le gaz? Mais d'abord, l'innovation de la semaine, je vous propose de visiter 2 habitations. C'est une maison et un gîte urbain. Ils ont l'avantage ou l'intérêt d'être tous les deux à ossature-bois et tous les deux passifs. Regardez, c'est un reportage de Delphine Renardet. Une maison passive est une habitation à très faible consommation énergétique qui n'utilise aucun système de chauffage conventionnel. Elle se base sur 3 critères. Il faut que le besoin de chaleur soit inférieur à une valeur de 15 kWh par mètre carré par an. Premier critère. Il y a un second critère sur l'étanchéité à l'air. Les déperditions parasites doivent être inférieures à 0,6 fois le volume du bâtiment en une heure. Ensuite, il y a un dernier critère. La consommation totale à l'intérieur du bâtiment doit être inférieure à une valeur de 120 kWh par mètre carré par an. Pour ce futur gîte urbain de 200 mètres carrés, le mode constructif s'est orienté vers l'ossature en bois. Un choix qui attire de plus en plus de particuliers puisque son marché ne cesse de progresser. Frédéric Ortega dirige le chantier et nous explique les propriétés de ce matériau. Le bois est un matériau qui permet de réguler l'hygrométrie, qui a, contrairement à ce qu'on peut penser, de très bonnes propriétés de résistance au feu et qui a peu d'impact sur la santé humaine. L'avantage d'une construction en bois, c'est qu'on utilise en fait l'ensemble de la filière aujourd'hui de l'arbre jusqu'à la construction. C'est un matériau qui permet de réduire aussi les consommations d'énergie grise, rapide à mettre en œuvre, et qui permet d'utiliser en fait une filière sèche, 100% sèche, où on utilise très peu d'eau potable. Et c'est un matériau aussi qui engendre peu de déchets sur le chantier et qu'on peut tout à fait réutiliser. Attardons-nous maintenant sur le mode constructif. Le bâtiment est orienté vers le sud pour bénéficier d'un maximum d'apport solaire. Les fondations sont posées sur des pieux métalliques vissés dans le sol, sur lesquels on a installé un plancher bois. On a une façon de travailler qui nous est un petit peu propre, puisqu'on a toujours un panneau d'isolant extérieur, qui ici est relativement fin, puisqu'il ne fait que 22 mm d'épaisseur. C'est une laine de bois compressée et qui est également paraffinée sur son côté extérieur pour faire office de pare-pluie. À ce pare-pluie s'ajoutent 30 cm d'isolant de ouate de cellulose à haute densité et un panneau de contreventement de 16 mm d'épaisseur qui sert de support d'étanchéité à l'air. Pour passer le plancher, on a un film par vapeur qui est donc lui-même rescotché sur ce voile continu. Le film par vapeur va passer par-dessus la lisse haute du mur du rez-de-chaussée, se retourner sur toute l'épaisseur du plancher, qui est ici pour les raisons de la maquette un peu moins épais que l'accoutumée. Il va revenir sur le plancher et normalement si on avait le mur d'étage ici, ce voile par vapeur reviendrait se plaquer à l'intérieur du mur pour assurer la continuité de l'étanchéité à l'air qui doit être complètement rigoureuse et stricte dans ce genre de bâtiment pour garantir la performance énergétique. Quant aux équipements, retrouvons Jean-Philippe dans la maison passive qu'il habite depuis 1 an et demi. Ici, donc, il y a des fenêtres à triple vitrage avec un coefficient de déperdition thermique qui est de l'ordre de 0,9. Ensuite, il y a un système solaire combiné dans cette maison qui permet à la fois de gérer l'eau chaude sanitaire, mais également la pointe de chauffage. Seules 2 sèches-serviettes installées dans les salles de bain et un mur en terre crue chauffant à très basse température situé dans le salon assurent la pointe de chauffage en cas de grand froid. Des brises soleil orientables permettent de réduire l'entrée de chaleur pendant les périodes les plus chaudes et une ventilation double flux garantit le renouvellement de l'air. Tout l'électroménager est de classe A+, mais on a fait un travail sur l'éclairage ici, puisque en fait toute la maison est éclairée pour moins de 500 watts au total. La maison fait à peu près 200 mètres carrés, donc on a un recours intensif à l'éclairage LED. Voici donc un système constructif qui s'adapte parfaitement au label maison passive. Son prix reste toutefois onéreux, mais l'absence de chauffage diminue à long terme le coût de l'investissement. Il faut compter 150 € de dépenses annuelles en chauffage, soit environ 10 fois moins qu'une maison conventionnelle. Retour sur le plateau de Caire, nous voici donc devant une installation complète. Alors Thomas Périssin, j'ai besoin d'explications. D'abord ça. Donc ça, c'est le silo.
qui va être rempli par la bouche que vous avez au-dessus de la Par là. tête. C'est un camion Donc qui livre? un camion qui va pouvoir être jusqu'à une vingtaine de mètres dans la rue, qui va raccorder son tuyau comme il raccordait son tuyau de fioul. Et Comme il va le souffler, fioul, comme les gaz dans le propane, dans comme les... le gaz propane, comme Aussi le simplement fioul. que ça. Donc vous avez votre réserve pour l'année et le camion va vous livrer. J'en une ai fois combien par an. là-dedans? Donc dans un silo de cette dimension-là, on met jusqu'à 2,5 tonnes. 2 tonnes 5. 2 tonnes 5, pour faire une équivalence fioul, c'est 1000-1500 litres de fioul. 1500. Et avec 2 Donc c'est tonnes une petite 5, maison correctement isolée. je tiens l'année avec ça. Vous tenez l'année sur une maison performante, sur une Sur une maison maison correctement performante. isolée. Sinon, comme le fioul, je suis obligé de refaire. Sinon, vous allez refaire le plein une fois dans l'année ou mettre un silo plus gros si vous avez la place. D'accord. Ça craint pas le gel, l'humidité. Ça craint pas le gel, ça craint pas l'humidité. Vous pouvez le mettre dehors, vous pouvez le mettre dans la cave. Et alors, est-ce que ça peut être loin de la chaudière? Donc là, on a un exemple sur une installation en proximité. Donc on a une vis d'Archimède qui emmène le granulé du silo à la chaudière. Oui. Et on peut avoir un système de transfert par aspiration. Le silo peut être à 20 mètres, plus haut, plus bas que la chaudière. Si j'ai un cave très loin. Voilà. On dirait vraiment une chaudière tradie. C'est le même confort d'utilisation qu'une chaudière traditionnelle. Si traditionnelle, ça veut dire chauffage au fioul ou au gaz. Non, mais ça veut dire quand même qu'il faut que j'entretienne, comme avec des bûches, il faut que je mette du granulé en permanence, ça peut pas s'éteindre. Non, puisque vous avez donc alimenté, la vis va vous amener automatiquement à la chaudière, qui a un système d'allumage et du descendrage automatique. Donc la Ça chaudière, elle va s'allume s'allumer. et ça s'éteint automatiquement. Ça s'allume et ça s'éteint tout seul. Comme le fioul, comme le gaz. Comme le fioul, comme le gaz. Bon. Donc ce sera le même confort. Et il faut que je change faut que je vide les cendres tous les jours. Et vous videz les cendres 2 fois par an, 2 à 3 2 fois par an. c'est là? Voilà. Donc vous ouvrez en bas dans l'autre sens. Et vous 2 avez fois un par bac an à cendres. suffisent. Tout à fait, 2 fois par an, 2 à 3 fois. Sur un silo comme ça, c'est environ 2 fois. Là, vous avez 2,5 tonnes de granulés, 2 cendriers de cendres. Et que je peux ensuite mettre dans mon jardin. Que vous ça mettez fait un dans votre très bon jardin engrais, pour paraît-il. Pour enrichir le potager. Parlons argent. D'abord, qui peut poser ça? Donc tous les chauffagistes, tous les bons chauffagistes peuvent poser ces chaudières. En général, on propose des formations pour les accompagner dans leurs projets. C'est une installation complètement traditionnelle. À part le silo, qui fait la grosse différence, toute l'installation. Toute l'installation reste est la même identique. chose. Ça à fait fait. le chauffage central et l'eau chaude sanitaire. Vous pouvez avoir un plancher chauffant, des radiateurs, Ça fait de l'eau chaude sanitaire, fonction été, fonction hiver. été, hiver, toute l'année, ça va vous garantir votre confort. Parlons argent. Là, vous me dites que j'ai, pour une maison bien isolée, à peu près pour un an. Combien ça me Oui. coûte? Donc on a dit qu'on avait 2 à 3 tonnes de granulés, 200-250 euros la tonne. Donc on a 400 à 600 euros de granulés dans le silo pour chauffer une petite maison pendant un an. En un mot, c'est 2 fois plus volumineux, mais 40% moins cher. Que le fioul, qui reste la référence aujourd'hui en matière de chauffage. 40% moins cher que le fioul. Tout à fait. Et ça risque pas d'augmenter. Puisque On les a vu tout forêts- à l'heure qu'on avait une ressource importante. C'est une locale. énergie qui n'est pas géopolitique et qui reste locale. Et qui reste local. Tout à fait. On va parler pollution. Parce que là, j'imagine que ça va faire du monoxyde, du dioxyde de carbone, des cendres, des aérosols. Ne dites rien. D'abord, le Je ne dossier de dis la rien. semaine. Vous allez voir. Le problème de la nouvelle réglementation sur toutes les installations, en particulier concernant l'étanchéité à l'air. Ça change. Il y a du pain sur la planche. C'est un dossier préparé par Karine Sédou. Voici une ville où il est dommage de passer en coup de vent. Nantes, la captivante. Mais surtout, il est ici 3 petits modules où il est interdit de passer en courant d'air, car justement, une de leurs fonctions, c'est de démontrer leur étanchéité à l'air. Pouvoir voir avec des capteurs de toutes sortes, hein, on en a ici, on en a aussi sur la toiture du bâtiment, pouvoir vérifier finalement qu'est-ce qui se passe dans les parois d'un mur en termes d'isolation, d'étanchéité à l'air, de migration de vapeur d'eau. Et monter toute une formation sur cet enjeu, l'étanchéité à l'air. C'est comme au Canada ici. Au Canada, la terre natale de Marika Frenette, ce serait aussi banal. Mais en France, parler de tests d'étanchéité, c'était gonflé. Quand on a démarré il y a 3 ans avec les premières entreprises, on touchait finalement des entreprises qui souvent étaient allées en voyage, en Allemagne, en Autriche. Et d'ailleurs, lorsqu'on demandait aux participants, est-ce que vous avez bientôt un test? Et non, en fait, ils n'avaient pas. Et là, ce qui a beaucoup changé depuis, je dirais,